Mais de Donc, rien. j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Élise Noël, qui est donc orthophoniste, qui est accessoirement, ou si on peut dire, présidente de l'association SAID in France. Et donc, tu vas nous parler de notre place, de la place des kinésithérapeutes, de l'accompagnement des patients SAID, de la compréhension à la gestion par le patient. Voilà, bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à toi. Donc oui, je suis présidente de SAID in France, membre du bureau du GERSAID, qui est le groupe d'études et de recherche sur les SAID, qui est une association de médecins et paramédicaux autour des syndromes d'Ehlers-Danlos, et je suis patiente SAID hypermobile. J'étais orthophoniste, je le suis dans l'âme, mais je suis en invalidité depuis mes 31 ans. Donc j'ai eu le temps de, voilà, d'évoluer avec ma pathologie. Mon parcours, pour que vous voyez un petit peu d'où je viens, j'étais donc orthophoniste en libéral depuis 2004. En septembre 2012, j'ai subi une fracture du sternum suite à un choc léger. Alors qu'en théorie, les fractures du sternum, ce sont dans les accidents de voiture. Voilà, un petit choc en chahutant avec mon fiston de 4 ans et j'ai eu une fracture du sternum. Et donc, dès lors, il y a eu une majoration franche des symptômes musculo-squelettiques qui étaient déjà présents depuis 2007, c'est-à-dire depuis ma grossesse. J'ai eu 2 arrêts de travail courts. Quand on travaille en libéral, on ne s'écoute pas, on ne s'arrête pas, on continue coûte que coûte. Quand on a de la fièvre, quand on a des douleurs, quand on est mal, quand on est épuisé, on continue coûte que coûte. Et en janvier 2013, les douleurs étaient insurmontables et insoutenables. J'étais épuisée et donc l'arrêt de travail qui a été proposé suite à un léger accident de voiture a été définitif. Voilà. Le contexte psychologique de mon divorce, qui datait d'avril 2012, a été mis en avant par le premier rhumatologue que j'avais consulté. En juillet 2013, ma situation ne s'étant pas améliorée, j'ai consulté un 2e rhumatologue qui a alors parlé d'un diagnostic de fibromyalgie en disant « Écoutez, vous n'avez rien, c'est donc une fibromyalgie. » J'ai été envoyée en centre d'évaluation et de traitement de la douleur. J'ai changé de kiné et rencontré Benoît. En mai 2014, on a suspecté le SAID hypermobile grâce à mon cardiologue. Et c'était un véritable hasard. J'ai consulté ce cardiologue. Le soir même, il m'a rappelé en disant « Écoute, je pense savoir ce que tu as. J'ai une amie médecin qui vient d'être diagnostiquée de cette pathologie. Je suis convaincue que c'est ce que tu as. » Donc, ça a été vraiment le pur hasard d'une consultation chez le cardiologue qui a permis mon diagnostic. Il m'a fait revenir le lendemain matin en urgence pour vérifier tous les examens cardiologiques pour être sûr que je ne présentais pas un SAID vasculaire qui est un SAID bien plus important et surtout létal. Et surtout, vu mon état catastrophique, il a fait toutes les prescriptions nécessaires avant même confirmation du diagnostic. En janvier 2015, j'ai eu confirmation du diagnostic de SAID-H en médecine interne à Caen. En 2016, devant le fait que beaucoup de patients sortaient de consultations diagnostiques sans savoir de quoi il s'agissait, ce que c'était que cette pathologie, ce qu'il fallait faire, etc., j'ai décidé de créer un groupe Facebook normand. Et puis, en tant que paramédicale, puisque je suis orthophoniste, j'ai adhéré au GERSAID pour en apprendre plus sur la pathologie. En 2018, on a pris de l'ampleur, on a créé l'association SAID in France, on a fait évoluer le groupe Facebook au niveau national. Et depuis 2019, je suis membre du bureau du GERSAID. Donc voilà pour mon parcours progressif. Donc là, moi, je suis ici pour intervenir auprès de vous, pour vous expliquer votre rôle fondamental auprès des patients, du point de vue du patient. Tout d'abord, vous avez un rôle de dépistage. Vous êtes en première ligne pour repérer l'hyperlaxité ligamentaire. Vous en voyez constamment de l'hypermobilité. Parfois, elle est asymptomatique. Elle ne pose pas de problème chez des sportifs, chez des danseurs, chez des gymnastes, chez des gens tout venant, mais c'est asymptomatique. Et ils viennent vous voir pour d'autres problèmes que l'hyperlaxité ligamentaire et les douleurs articulaires liées à ça. Mais vous pouvez repérer cette hyperlaxité ligamentaire si elle est en lien avec des troubles associés. C'est très important d'avoir en tête que le syndrome d'Ehlers-Danlos n'est pas si rare que ça. Il y a 14 types de SAID actuellement référencés. Un seul
est moins rare que les autres. 13 sont très rares, voire ultra rares, c'est-à-dire que pour certains, c'est 6 familles diagnostiquées dans le monde. Il faut vraiment se rendre compte, un type de SED, c'est 6 familles dans le monde. Sur tous les syndromes d'Ehlers dans l'os, le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, le SED-H, correspond à 90% des patients. Il n'est pas si rare que ça, on serait sur 300 à 500 000 Français qui seraient susceptibles de développer des signes de SED. Officiellement, il y aurait 12 000 SED en France. Mais d'autres, au niveau du consortium international, commencent à dire non, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Voilà. En plus du syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, de nombreux patients sont atteints d'une problématique qui est similaire. C'est juste qu'ils ne rentrent pas dans les cases du diagnostic du SED hypermobile. Et ce sont des troubles du spectre de l'hypermobilité, ce qu'on appelle les HSD, dont vous avez déjà entendu parler notamment par Leslie, qui vous a parlé des GHSD, c'est-à-dire les troubles du spectre de l'hypermobilité généralisée. En fait, dès que le patient présente une hyperlaxité ligamentaire, même modérée, c'est-à-dire un score de 2 au Bayton, une hyperlaxité localisée sur les doigts, par exemple, il peut présenter des troubles associés du type trouble de la proprioception, douleur chronique, subluxation, luxation, entorse à répétition, troubles digestifs, troubles vésico-sphinctériens. Et tout ça, c'est sous l'appellation trouble du spectre de l'hypermobilité. Pour vous, kinés, les deux sont importants à repérer. Il ne faut pas se cantonner au syndrome d'Ehlers dans l'os. Il ne faut pas se dire qu'il est rare. Les troubles du spectre de l'hypermobilité, eux, sont très présents. Et ce sont en fait des troubles musculo-squelettiques plus des manifestations secondaires associées. Donc, ça doit être pris en compte tout autant que le SED. La frontière entre les deux, elle est arbitraire et elle est fragile. Il ne s'agit que d'étiquettes fixées pour aider la recherche génétique. Donc, il faut bien garder ça en tête en permanence. Le HSD, ce n'est pas une simple hypermobilité asymptomatique. Et ce n'est pas non plus une simple hypermobilité avec des troubles musculo-squelettiques. On a vraiment des micro-blessures, des micro-traumatismes, des macro-traumatismes et de plus en plus de recherches sur les troubles associés, dont les troubles digestifs, la dysautonomie avec ce qu'on appelle les POTS, la tachycardie orthoposturale. Et tout cela se retrouve dans votre prise en charge et doit être pris en compte, que ce soit SED ou HSD. Il n'y a pas de notion de sévérité entre les deux étiquettes. On peut être même plus sévèrement atteint en étant HSD qu'en étant SED. La simple différence, c'est l'atteinte tissulaire, enfin l'atteinte des tissus mous, c'est-à-dire qu'ils considèrent, pour avoir mis cette barrière, que le SED a une atteinte des tissus mous, que le tissu conjonctif, la matrice extracellulaire sont atteintes, et que dans le HSD, ce n'est pas le cas. Sauf que les critères, ils sont forcément arbitraires et il y a des patients qui montrent bien qu'il y a une atteinte tissulaire, mais qui ne rentrent pas dans le critère de syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est toujours le principe des critères. Votre écoute est un indispensable. Benoît en a déjà parlé. Moi, en tant que patiente, forcément, je vais en rajouter une couche. Trop de patients n'ont pas trouvé l'écoute nécessaire lors des multiples consultations préalables. Parfois, vous allez être le premier interlocuteur. Parfois, il y en a eu 10. 15, 20. Leurs symptômes, ils ont été niés, ils ont été minimisés, ils ont été banalisés. Les patients se pensent eux-mêmes feignants, ils se pensent chochottes, ils se convainquent d'être chochottes, ils se pensent dépressifs. Beaucoup, quand ils arrivent sur notre groupe et qu'ils voient des patients qui ressentent et qui présentent les mêmes symptômes, disent mais je ne suis pas fou en fait. Mais non, non, vous n'êtes pas fou. C'est le SED, c'est le HSD qui provoque tous ces symptômes et toutes ces manifestations. Ils ont intégré tout ce qu'on leur a dit depuis des années. Et il va y avoir un sacré boulot pour vous pour démonter toutes les croyances, toutes les convictions. Ce qu'ils ont déjà entendu, vous vous écoutez trop, ou c'est normal que ça fasse mal. La douleur est dans la tête, arrêtez d'y penser, vous n'aurez plus mal. Ou tout le monde a ce genre de symptômes, heureusement qu'on ne s'en plaint pas. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Il faut secouer, faire même si on est épuisé. Tout le monde est fatigué, on ne reste pas au lit pour autant. Là, le grand classique, il faut perdre du poids. Ça ira beaucoup mieux. Bon, on passe sur le fait qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui sont parues sur le fait qu'une perte
trop rapide et excessive de poids favorise l'hypermobilité et majore les douleurs musculo-squelettiques liées à l'hypermobilité. Il y a des études, j'ai pas marqué, j'ai pas fait ce type de recherche, mais voilà, c'est prouvé. Donc, il faut perdre du poids, ça ira beaucoup mieux. Non, faut arrêter. Et en kinésithérapie, malheureusement, il y a aussi ces erreurs de fait au niveau du langage. Parfois, ça fait mal, mais c'est normal et il faut que ça fasse mal pour que ce soit efficace. Ou alors, vous aurez mal demain, mais après, vous vous sentirez bien. C'est juste un effet rebond et ça va passer vite. Ce ne sont pas des propos qu'ils ont besoin d'entendre. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce n'est pas extrêmement compliqué. La première chose qu'ils ont besoin d'entendre, c'est « je me suis renseigné sur votre pathologie ». De toute façon, généralement, lorsque vous avez un patient CED ou HSD qui vous appelle pour une première prise de rendez-vous, il va vous demander « vous connaissez le CED ?» Parce qu'ils ont tellement côtoyé de médecins, de soignants qui ne connaissent pas, qu'ils veulent un professionnel qui connaît. Et on leur dit, bien sûr, ce qu'il faut chercher, c'est un professionnel à l'écoute, déjà dans un premier temps. Qu'ils connaissent le CED ou pas, peu importe. S'il est à l'écoute, il ira se renseigner sur la pathologie. Donc, je me suis renseignée sur votre pathologie ou je ne connais pas, mais je vais faire des recherches. Voilà, déjà rien que ça rassure le patient, ça lui enlève une certaine anxiété pour la première consultation et vous mettez en place un début de partenariat. Ce qu'ils veulent également entendre, c'est que nous allons travailler ensemble, en douceur, en fonction de votre rythme. C'est très important. Ils ont trop été forcés, ils ont trop entendu de « il ne faut pas s'écouter ». Ils ont envie d'entendre également « si cela est trop pour vous, dites-le moi ». Ou si cela n'a pas été après la séance, qu'il y a eu exacerbation des douleurs ou épuisement, dites-le moi. Les patients n'osent pas. Vous êtes les professionnels, vous êtes dans la position du sachant, vous êtes dans la position de celui qui sait ce qu'il faut faire. Ils n'osent pas dire ce que vous avez fait, ça ne me convient pas, ou c'est trop pour moi, ou il faut qu'on adapte. Ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Parce que lorsqu'ils l'ont déjà dit lors de consultations, ils se sont pris des « moi je sais, arrêtez avec vos recherches Google. Arrêtez d'aller sur les sites internet, c'est anxiogène. » Or, ce n'est pas vrai. L'expérience des patients, les conversations dans les groupes sociaux, c'est très important. Et parfois, ils savent mieux la pathologie que vous, et il faut l'entendre. C'est un partenariat. Petit aparté. Parce que j'ai vu une petite discussion sur le réseau des kinés. Je suis voilà, un petit peu partout et je regarde tout et j'ai envie d'apprendre, etc. Donc, je suis les conversations sur le réseau des kinés pour intervenir dès qu'il y a des discussions sur le syndrome des vers dans l'os. Et j'apprends beaucoup, pour la douleur d'ailleurs, sur ce type de groupe. Accepter les prescriptions à rallonge. C'est en aucun cas une infantilisation de la part du médecin. Il ne souhaite pas vous apprendre votre métier. Il ne souhaite pas être en avant sur vos prérogatives. Beaucoup de kinés ne connaissent pas encore suffisamment le CED et le HSD. Ils ont des craintes sur la prise en charge. Ils ont des doutes sur ce qu'ils peuvent proposer ou non. Et la prescription n'est là que pour vous guider. Ça rassure également le patient qui rencontre beaucoup de médecins et thérapeutes qui ne connaissent pas la pathologie. Et surtout, ça rassure le patient qui n'a qu'une crainte d'être encore plus douloureux qu'il ne l'est déjà. Donc voilà 2 types de prescriptions. Parce que généralement, on voit celle de droite, qui est une ordonnance type du professeur Amonet, et on entend le fait qu'il ne va pas nous apprendre la pathologie, etc. etc. Bon, je souhaite juste mettre en perspective sur le fait que l'ordonnance de gauche, qui est aussi longue et qui reprend exactement les mêmes informations que l'ordonnance de droite, est issue du protocole national de diagnostic de soins des 7 non-vasculaires qui a été publié par la HAS en juin 2020. Voilà, ce n'est en rien pour vous donner des leçons, c'est juste pour vous guider et vous donner des points d'appui pour que vous puissiez vous adapter à chaque patient. C'est juste ça. Vous aurez face à vous différents types de patients. Le patient qui est perdu, qui ne comprend pas sa pathologie, qui attend qu'on lui dise exactement quoi faire et comment, qui attend qu'on le soulage et surtout qui espère beaucoup de la médication. Ces patients ont beaucoup de mal à entendre que c'est un partenariat, qu'ils vont avoir à faire également et que la médication ne fait pas tout. Voilà, il faut des objectifs réalistes et ne pas avoir mal, ce n'est pas un objectif réaliste.
Vous allez avoir face à vous des patients qui se renseignent sur leur pathologie, qui partagent avec d'autres patients, qui font partie de groupes Facebook, d'associations, qui connaissent déjà des règles de base dans la prise en charge et qui n'auront pas peur de vous questionner ou de vous informer. Le but, c'est que le premier type de patient perdu apprenne au fur et à mesure à devenir le deuxième, celui qui se renseigne sur sa pathologie et n'hésite pas à vous parler, à vous questionner et à vous informer. Vous allez avoir des patients qui n'auront que quelques symptômes musculo-squelettiques gênants. Je ne dis pas qu'ils sont moins douloureux, je dis que voilà, il y aura des symptômes musculo-squelettiques gênants et ils pourront vite œuvrer seuls pour leur mieux-être. Ils pourront être autonomes, avoir des exercices quotidiens à la maison guidés par vous et pourront vite reprendre une activité normale, voire une activité socio-professionnelle. Vous allez avoir d'autres patients qui ont des symptômes envahissants, handicapants et qui ne pourront pas s'en sortir sans vous et qui ne pourront pas s'en sortir sans un travail passif pour pouvoir faire de l'actif. Tous ces patients sont différents. Vous aurez différents types de problématiques, différents types de symptômes, différents types de réactions aux médications, différents types de réactions à votre rééducation, à votre réadaptation, au réentraînement à l'effort. Il faut s'adapter à chaque patient. La plupart des patients sera passés par différents diagnostics. Fibromyalgie, sclérose en plaques atypique, spondylarthrite ankylosante, SDRC, dépression. Voilà. Si vous avez un patient qui arrive chez vous, qui dit qu'il est fibromyalgique et vous voyez une hyperlaxité ligamentaire, tiquez. Voilà, tiquez. La plupart des patients ont déjà un lourd parcours. Multiples consultations en rhumato, en médecine interne, en neuro, en CETD, en gastroentérologie, en cardiologie, en gynécologie, etc., en génétique. Parfois des chirurgies, parfois beaucoup de chirurgie, parfois beaucoup trop de chirurgie. Quelques-uns auront vécu la psychiatrisation de leurs symptômes, voire une hospitalisation pour cette raison. C'est notamment en cas de troubles neurologiques fonctionnels, c'est-à-dire les pseudoparalysies, les dyskinésies. La patiente la troisième vidéo de Benoît avec la crise généralisée de dystonie, une crise généralisée de dystonie comme ça peut vite mener vers la psychiatrisation et l'hospitalisation de force en hôpital psychiatrique. Il faut vraiment prendre tout ça en compte. Ah. Donc, il y a tout un contexte et surtout un discours nocebo qui est martelé depuis longtemps. Beaucoup de patients auront déjà subi donc, une errance diagnostique de plusieurs années, une errance thérapeutique avec une résistance aux antalgiques, des effets secondaires trop importants, des consultations avec des professionnels qui méconnaissent la pathologie, un discours nocebo-anxiogène, beaucoup trop succinct, sans aucune explication. On ne peut rien faire pour vous. J'ai des patients qui sortent de consultation en génétique ou en rhumatologie et le médecin lui dit de toute façon ça ne sert à rien de diagnostiquer cette pathologie, il n'y a rien à faire. Donc le patient lui est extrêmement douloureux, invalidé au possible, ne peut plus avoir de vie sociale, de vie professionnelle et on lui dit il n'y a rien à faire. Ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a des thérapeutiques, il y a une prise en charge, il y a beaucoup à faire. Donc voilà, on leur dit on ne peut rien faire pour vous, il n'y a aucun traitement dans cette pathologie ou alors le classique, la douleur, il va falloir faire avec toute votre vie. C'est vrai, mais il y a façon de dire et façon d'accompagner ce discours-là. Il faut que ça ne s'arrête pas là. Il faut en dire plus, il faut expliquer, il faut accompagner. Mais généralement, ce n'est pas fait. On a juste ça. La douleur, il va falloir faire avec toute votre vie. Donc, genre discours nocebo, on s'en tient là. Ils auront subi de nombreux examens d'imagerie ou d'analyse biologique. Soit ces examens ne montrent rien, et ce n'est donc pas en corrélation avec leur douleur, donc c'est anxiogène, ils se sont pris pour des affabulateurs, des gens qui inventent leurs symptômes, soit ces examens montrent des anomalies, et donc elles sont parfois prises à tort ou à raison comme cause de la douleur, et là c'est anxiogène. On a de plus une notion de fragilité qui est induite par la pathologie, c'est-à-dire qu'un diagnostic de SED, il implique une fragilité de tous les tissus mous. Le HSD est censé être exclu de cette fragilité des tissus, mais dans les faits, la frontière entre le SED et le HSD, elle est super arbitraire. La notion de fragilité, elle est renforcée par les multiples subluxations, les luxations, l'instabilité articulaire qui est permanente et qui sont présentes et dans les SED et dans les HSD.
Et cette notion, elle est très installée dans la représentation de la pathologie par les malades. Il y a de nombreuses images de corps instables qui circulent sur les réseaux, comme l'image que je vous ai mise à gauche, sur voilà, ton corps et mon corps avec le syndrome des Ehlers-Danlos, qui montre toutes les dislocations, l'instabilité, le déficit de posture. Et les patients parlent souvent de pantans désarticulés. Donc vraiment, toute cette fragilité, toute cette instabilité est comprise dans le discours autour et bien sûr entraîne des conséquences par rapport à la gestion de la douleur et la gestion elle-même de la pathologie, l'acceptation elle-même de la pathologie. En tant que kiné, vous avez donc une place clé. De par la fréquence des séances, vous êtes l'interlocuteur privilégié du patient. En général, les patients vont minimum 2 fois par semaine chez le kiné, jusqu'à 4 fois, voilà, pour les plus exigeants. L'information du patient est donc essentielle à la prise en charge. Il faut que vous vous rassuriez sur l'évolution possible d'un SED et d'un HSD sans faire miroiter une vie comme avant. Ceux qui pourront avoir une vie comme avant sont ceux qui ont une atteinte très récente, peu importante, avec des troubles proprioceptifs qui vont pouvoir être canalisés. D'autres ne pourront pas avoir une vie comme avant. Il ne faut pas les leurrer, ce n'est pas possible. Il va falloir s'adapter et il va falloir gérer au quotidien. Le SED-HSD, ça n'est pas dégénératif. C'est évolutif au gré de la prise en charge, de la gestion par le patient, des complications, des blessures et des autres incidents de vie. Évolutif, ça veut dire que ça peut évoluer négativement, mais aussi que ça peut évoluer positivement. Il faut rassurer sur le fait que oui, le corps d'une personne SED-HSD peut être fragile. Oui, c'est le principe de la pathologie. Voilà, ça, on ne peut rien y faire. Mais la rééducation va s'efforcer de le renforcer et de le stabiliser. Aller dans le positif, c'est toujours mieux. Je pense que les patients se prennent assez de négatifs comme ça dans la journée. Il faut tenter de démonter les croyances, mais ça, vous savez. Voilà. Diminuer la catastrophisation, ce qui est compliqué parce qu'ils subissent depuis longtemps. Démonter les croyances, d'ailleurs, c'est très compliqué parce que dans le SED-HSD, on a des subluxations. Et donc, c'est très compliqué d'expliquer, par exemple, que les blocages articulaires qu'ils sentent dans le dos ne sont pas nécessairement des subluxations de vertèbres, voire des luxations vertébrales, et que ce sont juste des spasmes musculaires qui empêchent de bouger. Mais tout ça, justement, il faut prendre le temps de poser des mots pour expliquer, parce que c'est très anxiogène pour eux de penser qu'ils ont une vertèbre subluxée et que ça peut aller jusqu'à la luxation et que si ça se trouve, ils vont se retrouver en fauteuil roulant. Non, non. Démontons les croyances, expliquons en fonction de chaque patient, parce que forcément, certains ont des subluxations. Il ne faut pas nier, ce n'est pas à nier. Mais c'est votre rôle de réussir à tempérer les choses pour diminuer la catastrophisation. Votre rôle aussi est de montrer que souvent, le mouvement est possible sans douleur. Souvent, s'il est aidé. Il faut rassurer les patients sur le fait que c'est possible. Mais pour les rassurer, il faut, comme le disait Benoît tout à l'heure, accepter qu'ils portent leurs orthèses, leurs vêtements compressifs, qu'ils adaptent leurs mouvements, qu'ils aient leurs aides pour montrer que le mouvement est possible sans douleur. Attention, quand on parle d'orthèse, on parle d'orthèse souple. On ne parle absolument pas d'orthèse rigide et on ne parle pas d'immobilisation. On parle d'orthèses souples qui accompagnent le mouvement et qui vont enserrer pour favoriser la proprioception. Au niveau de la gestion de la douleur, l'éducation en neurosciences de la douleur ne réduira pas nécessairement le degré de douleur, ça on le sait, mais il permettra moins de catastrophisation, moins de consultations inutiles et moins d'examens inutiles qui ajoutent en anxiété et en fatigue. De plus, des explications permettront peut-être d'apporter un certain attrait aux techniques non médicamenteuses telles que hypnose et méditation de pleine conscience. Beaucoup de patients, il faut vraiment s'en rendre compte, vivent des douleurs atroces. Voilà, des douleurs qui ne cessent jamais, des douleurs qui, au moindre mouvement d'inspiration, vont prendre toute la cage thoracique, et ce, tous les jours, des levées qui vont se lever, les réveiller la nuit, etc. Les techniques non médicamenteuses telles que l'hypnose et la méditation de pleine conscience peuvent les aider. Sauf que quand on leur donne ces outils-là, ils disent « Non mais attendez, c'est pas ça qui va m'aider, c'est pas ça qui va me sauver. De toute façon, j'ai déjà trop mal pour me concentrer sur ce genre de choses. » Il faut l'entendre. C'est normal qu'ils pensent ça. C'est normal. Il faut attendre qu'ils soient prêts. Il faut
proposer les choses, expliquer, ramener sur le tapis régulièrement, expliquer pourquoi ça a une incidence. Basez-vous sur l'éducation aux neurosciences de la douleur et expliquez. Et peut-être qu'au fur et à mesure, le patient sera capable d'entendre cette notion et sera capable d'y passer. Mais ne vous dites pas que s'il n'y va pas, c'est parce qu'il n'a pas envie d'aller mieux ou c'est parce qu'il ne fait pas le nécessaire. Non, c'est parce qu'il n'est pas prêt et parce que pour l'instant, il souffre beaucoup trop pour réussir à aller au-delà et accepter autre chose. Il faut que vous compreniez la douleur du patient CED-HSD pour l'accompagner. On a différents types de douleurs, les douleurs aiguës, nociceptives, les entorses, les subluxations, les luxations, les déchirures musculaires, tous les microtraumatismes que vous ne voyez pas et qui sont dans les tissus. On a dit qu'il y avait une atteinte des tissus, les spasmes musculaires qui sont extrêmement difficiles à traiter, les douleurs neuropathiques et la sensibilisation périphérique et sensibilisation centrale. Beaucoup de patients disent mon kiné il ne comprend pas, il ne pense que c'est que de la sensibilisation centrale comme les fibromyalgiques. Oui, il y en a, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que si vous prenez en charge comme un fibromyalgique en faisant une prise en charge graduelle je ne vais pas trouver les mots, j'ai des troubles cognitifs. Hein. Si vous faites une présentation, une gradation dans les exercices et ne pensez que à la sensibilisation centrale, vous allez oublier tous ces petits accidents qui peuvent arriver, les entorses, les subluxations, que vous ne verrez pas forcément. Même les entorses, vous n'aurez pas forcément de réaction tissulaire du type gonflement, etc., puisque l'hyperlaxité sauve les entorses. Vous pouvez avoir des entorses bénignes qui vont être extrêmement douloureuses, mais pour vous, vous n'allez pas forcément sentir ou voir. Il faut écouter le patient. Voilà. La sensibilisation centrale n'est pas tout dans la douleur du patient CED. De plus, les patients CED-HSD ne comprennent généralement pas pourquoi ils ont mal alors qu'il n'y a rien aux examens. Votre rôle, ça va être de leur expliquer la sensibilisation centrale et périphérique afin qu'ils ne consultent un médecin que lorsque c'est nécessaire. Beaucoup vraiment disent j'ai fait tel examen, ça ne montre rien, je ne comprends pas parce que j'ai mal et c'est vrai. Oui, la douleur est réelle, ils ont besoin d'entendre ça. La douleur est réelle, même s'il n'y a rien. Il peut y avoir douleur sans lésion, il peut y avoir douleur sans atteinte organique, etc., etc. Ils ont besoin de comprendre ces mécanismes-là pour les rassurer et surtout, ils ont besoin d'entendre qu'il existe des mécanismes d'inhibition de cette douleur pour apprendre à la gérer. Au niveau des subluxations, il faut comprendre pourquoi ces subluxations arrivent. Les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, les doigts, toutes les articulations peuvent être concernées. Les troubles de la proprioception ont un rôle majeur dans cette problématique, forcément. L'activation des muscles n'est pas coordonnée, ils entrent en confrontation. L'information des capteurs proprioceptifs ne se fait pas correctement, ce qui fait que les muscles ne répondent pas et il y a subluxation. La structure musculaire elle-même est en jeu du fait de l'atteinte du collagène. Les subluxations, elles entraînent de la douleur aiguë, mais également de la douleur chronique. Plus la subluxation entraînera de l'anxiété, plus les muscles seront spasmés. Il faut être conscient qu'une subluxation peut se remettre seule. Certaines non, mais en général, une subluxation peut se remettre seule. Les pensées négatives, la peur, l'anxiété majoreront la douleur. Les muscles seront encore plus spasmés, empêcheront de remettre correctement l'articulation. Il faut absolument que le patient se détende pour gérer seul. Votre rôle là-dedans, ça va être aider le patient à concevoir un plan en cas de subluxation. Vous devez le rassurer et lui expliquer ce plan. Le monter ensemble. Ne pas paniquer. Il doit gérer ses réactions d'anxiété et de peur, respirer normalement pour justement commencer un mécanisme de détente. Il doit placer l'articulation dans une position confortable avec des coussins ou autres. Il doit essayer quelques mouvements doux pour remettre en place l'articulation. Si ça ne se fait pas, on attend. Généralement, il n'y a aucune nécessité de manipulation agressive, sauf en cas d'une luxation vraie. Une subluxation, normalement, pas besoin. Il faut prendre son temps pour essayer les techniques de reboîtement, que de toute façon, le patient aura déjà testé normalement. Il faut pousser les patients à essayer eux-mêmes de remettre une subluxation du genou, à trouver dans quel sens pousser la rotule, dans quel sens remettre, ou dans quel sens placer le genou, dans quel sens placer l'épaule, quel mouvement faire. Il va peut-être falloir attendre plusieurs heures pour que les techniques de reboîtement fonctionnent.
Si la subluxation ne se remet pas de suite, il faut appliquer de la chaleur pour détendre les muscles, masser, se distraire de la douleur, prendre des antalgiques supplémentaires si besoin et réfléchir à ce qui a provoqué la subluxation afin d'adapter le geste ou d'en parler au kiné pour éventuellement améliorer cette gestuelle ou l'adapter. Votre rôle, c'est vraiment d'aider le patient à faire tout ça. Vous allez accompagner le changement. Il va falloir transposer tout ce que vous faites en kiné au quotidien. Il faut expliquer aux patients que la limitation des hyperextensions, ce n'est pas seulement le travail sur Uber, c'est aussi pour limiter la pression sur les articulations au quotidien. Donc, vous pouvez travailler de façon plus, je ne vais pas trouver le terme, plus écologique, c'est-à-dire travailler sur la tenue des objets sans hyperextension. C'est-à-dire on ne va pas tenir une carafe avec le coude complètement tendu, on la tient avec le coude plié. Vous pouvez travailler sur la posture immobile sans hyperextension des genoux et bien expliquer aux patients qu'au quotidien, c'est important qu'ils ne soient pas en hyperextension des genoux. Vous allez pouvoir expliquer comment détendre les spasmes musculaires et gérer la douleur. Utiliser les balles de massage, les tapis champs de fleurs pour diminuer la douleur. Il faut éduquer à l'utilisation du TENS. Et pour ceux qui sont prêts, vous pouvez leur donner des petits exercices quotidiens. Votre rôle est également d'aider le patient à se fixer des objectifs réalistes. Ne pas avoir mal n'est pas un objectif réaliste. Il faut aider le patient à caractériser sa douleur afin qu'il puisse repérer les progrès. Ce que je vous disais tout à l'heure, juste parler de la douleur à 8 sur 10, ça n'aide pas à se dire que maintenant il peut faire la cuisine le soir quand il rentre du boulot. Ou que maintenant il peut gérer sa journée de repos si c'est une personne qui est en invalidité, mais aider son enfant à faire les devoirs au retour du collège. Voilà, c'est ce genre de choses minimes qui peuvent montrer un progrès, alors qu'au niveau de la douleur, ce sera toujours à 8 sur 10. Activité physique ne veut pas obligatoirement dire faire du sport. Et ça, c'est une notion que les patients ont du mal à intégrer. C'est à vous aussi de les aider. On ne leur demande pas d'aller faire un marathon, on ne leur demande pas d'aller courir 3 km. Juste avoir une activité physique, bouger. Il faut que vous aidiez à comprendre que douleur et fatigue sont liées et qu'il faut repérer les cercles vicieux. Plus la fatigue est importante, plus les douleurs sont majorées, plus les troubles osséitifs sont majorés. Alors, plus il y a de subluxation et de blessures, plus elles sont importantes, plus les compensations musculaires sont importantes et on entre dans le cercle vicieux. Un équilibre, Benoît en parlait tout à l'heure, un équilibre doit être trouvé entre l'activité et le repos de façon à ce qu'être actif soit possible tous les jours et non un seul jour par semaine pour être ensuite couché 6 jours d'épuisement ou de douleur. On a repéré qu'en fait, plus les patients étaient dans le système de no pain, no gain, quand ils étaient en pleine forme, ils se disent « ouais, chouette, je vais pouvoir faire tout ça ». Ils font tout ça. Et puis, le lendemain, ils sont incapables de se lever, le surlendemain peut-être aussi. Et puis, ils récupèrent au fur et à mesure. Mais en fait, ça les met finalement, le fait d'avoir fait une journée normale, les met en crise. Plus il y a de crises, plus les temps de repos vont être importants derrière. Plus il y a de crises, plus après ces temps de repos, il va falloir un temps de récupération. Ils vont récupérer moins. C'est-à-dire qu'on va vraiment baisser en niveau d'intensité, de capacité. Plus il y aura de crises, plus elles vont être sévères, plus elles vont être longues, plus ce sera difficile de récupérer. Et ça, il faut que le patient l'intègre, il faut que vous l'intégriez pour pouvoir aider le patient à le comprendre. C'est aussi notre rôle d'association, mais on n'a pas tous les patients CHSD de la France dans notre association. Voilà. Pour finir, je souhaitais vous dire que nous avons des ressources pour vous sur le site de notre association. On met à disposition une newsletter pour les professionnels. Pour la recevoir, il suffit de nous envoyer un petit mail à contact@sadinfrance.org parce que ce n'est pas la même newsletter que pour les patients. Vous avez accès à des articles spécifiques que nous achetons, qu'on nous a donnés. Et puis, on a un espace de littérature qui est dédié avec mot de passe pour les professionnels de santé. Et si jamais vous avez besoin de littérature, vous n'hésitez pas à nous la demander, on vous la fournira. Il y a également dans les ressources le site de The Ehlers-Danlos Society, qui est une société internationale qui aide le consortium international de médecins à faire de la recherche sur le
CED. Il y a la page Facebook du GERCED, le groupe d'études et de recherche sur les CED. Et surtout, il y a un livre qui est un petit peu une bible quand même, qui est Apprivoiser le syndrome des nerfs dans l'os, qui est écrit par Stéphane Dens, qui est le président de GERCED Belgique, et qui est disponible uniquement sur Amazon. Voilà. Très bien. Je te remercie beaucoup, Marie.